je m'excuse par avance si vous entendez mon ventre gargouiller. J'ai mangé, mais quand même. Bonjour et bienvenue dans ce bilan lecture du mois d'octobre déjà et franchement on est encore sur un mois de tous les records, ou presque. Écoutez, j'ai énormément de choses à vous dire, donc installez-vous confortablement, munissez-vous comme moi d'une boisson chaude et c'est parti, on y va pour débriefer ce mois de lecture, ma foi, fort rempli. Évidemment, les vacances ont aidé, la première semaine des vacances a énormément aidé en termes de lecture, mais en fait j'ai lu aussi beaucoup dans le mois, je sais pas trop à quoi c'est dû, sûrement parce que j'étais en challenge de lecture et que ça m'a motivée à sortir plein de livres et à minimiser les temps où je ne lisais pas, mais soit. J'ai donc lu 22 livres ce mois-ci, c'est énorme, vraiment c'est énorme, je pense que c'est le mois où j'ai lu le plus de cette année 2025 et autant vous dire en novembre, décembre, le rythme va diminuer, notamment parce que je vais sortir des gros pavés, ce qui est là moins le cas, vous allez le voir, même si j'ai lu un énorme pavé et quel énorme pavé. Ceci étant dit, donc 22 livres. Comme d'habitude, on passe aux objectifs que je me suis fixés, à savoir tout d'abord sortir une relique ce mois-ci et je ne l'ai pas fait parce que elle me donne plus tellement envie, mais en même temps si, bref, c'était un petit peu compliqué de les sortir. Mais c'est pas bien grave parce que là je suis clairement en avance, j'ai déjà fini ce challenge qui était de sortir une relique par mois ou à la fin de l'année d'en sortir 12. Donc écoutez, c'est pas grave, je l'ai pas fait, c'est pas très grave et je pense que c'est parce que j'ai pas fait le challenge de Lucie ce mois-ci, à savoir le challenge des reliques où je me faisais une palle avec mes reliques. Donc ça m'a pas incité à les sortir. Mais soit. Mon deuxième challenge, c'est découvrir des autrices de SFFF francophones. Et là, pareil, en découvrir soit une par mois, soit 12 à la fin de l'année. Je sais plus où j'en suis niveau compte. Il va falloir que je m'y mette. Mais je vous prépare une vidéo en fin d'année un petit peu pour vous parler de mes réussites ou pas dans ces challenges. Et surtout vous présenter mes challenges pour l'année 2026. Et donc, je sais pas où j'en suis en termes de réussite ou pas de ce challenge, mais ce mois-ci, j'ai découvert 3 autrices de SFFF francophones et franchement, j'aurais pu en mettre une 4e parce qu'il y avait un livre un petit peu fantastique peut-être qui rentrait dedans. Mais je l'ai pas mis, je me garde ce joker pour plus tard. Si jamais j'ai besoin, à la fin, comme ça, il me manquerait qu'une autrice pour valider les 12 autrices découvertes. Et le dernier défi que je me lance, c'est de lire un essai par mois, où vous l'aurez compris, 12 essais à la fin de l'année. Et là, comme souvent, c'est un échec. Mais on va simplement passer là-dessus. En termes de statistiques brutes, je vous disais donc 22 livres et il y en a 17 écrits par des autrices. Donc vraiment, je suis extrêmement contente. C'est une énorme proportion et donc mathématiquement 5 écrits par des hommes. Je n'ai pas lu d'autrices non binaires ce mois-ci. En termes de genre littéraire, là aussi on est sur un truc plutôt classique. Même si c'est classique, c'est pas forcément quelque chose qui me convient à 100%. Je le dis à chaque fois, je lis énormément de SFFF, donc de science-fiction, de fantasy principalement, même si là il y a 2 livres de fantastique qui rentrent dedans. Mais j'aime beaucoup aussi la littérature blanche et j'aimerais bien essayer de tendre vers un 50% en termes de genre littéraire. Et donc là, j'ai lu 14 livres de SFFF, ce qui est énorme sur les 22. J'ai lu 5 livres de littérature blanche et j'ai lu 3 graphiques manga, on en reparlera. Par contre, stat incroyable et largement pulvérisé grâce au Pulverse Challenge, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, j'ai lu 11 livres écrits par des auteurices francophones, donc la moitié des livres. Et je crois que c'est la stat la plus importante de ces derniers temps. Donc écoutez, je suis ravie de ces statistiques. En termes de saga, là encore, j'ai pas fait n'importe quoi, mais j'ai un petit peu galéré à les comptabiliser. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai continué une saga au point de la terminer, donc du coup je l'ai juste comptée en saga terminée, mais finalement est-ce qu'elle est vraiment terminée, parce qu'initialement je comptais tout l'œuvre de l'autrice comme une saga, donc bref, je sais pas trop, on verra au moment où je ferai un bilan saga. J'ai commencé une saga que j'ai continuée avec un tome 2, donc en fait elle est à la fois commencée mais continuée. J'ai commencé une saga et j'ai lu que le tome 1,
et j'ai continué une saga où là j'ai lu le tome 2. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont à la fois commencées mais bien commencées et d'autres qui ont été continuées et terminées dans le mois. Bref, ce qui fait que j'ai 3 nouvelles sagas commencées pour une continuée et une terminée. Donc le ratio augmente, mais il y a des sagas où vraiment... il y en a une où je suis à jour, une où c'est une duologie, donc vous allez voir, c'est pas si problématique que ça. On commence par les livres de SFFF comme d'habitude, et encore comme d'habitude, je vais les classer. Cette fois-ci, je l'ai fait en amont, donc j'ai largement pu réfléchir à ce classement. Je précise qu'il y a beaucoup de livres que j'ai écoutés, donc je n'ai pas en ma possession, ou que j'ai prêté ou rendu. Bref, vous allez voir, je vais afficher pas mal de couvertures à l'écran. Ceci étant dit, on commence par mes 3 moins bonnes lectures de SFFF. Je les ai pas classées parce qu'en soi, c'est La Cité des Anciens, donc le tome 6, 7 et 8. J'ai lu 3 tomes de La Cité des Anciens ce mois-ci, ce qui est énorme. J'aurais pas dû faire ça. Vraiment, le dernier m'a sorti par les yeux. Cette saga, je n'aime pas. Vraiment, je n'ai pas aimé. Et j'ai terminé pour me dire, au moins j'ai terminé Robin Hood. Et c'est ce que je vous disais, d'habitude je compte toute l'œuvre de Robin Hood comme une seule saga. Et là j'y suis allée au bout parce que peut-être qu'il y avait des informations à la fin. Bref, ça m'a pas plu. J'ai longuement parlé de cette saga à chaque fois. Je vous dis que j'aime pas. Le seul point positif, c'est la question de la différence qui est bien amenée, l'acceptation de la différence d'autrui. Ça, j'ai trouvé que c'était un thème assez fort. Mais le reste, c'est vraiment pas incroyable. Et si quelqu'un a une théorie crédible sur l'écart de niveau entre l'Assassin Royal et la Cité des Anciens, je veux bien voir la réponse parce qu'en fait, je comprends pas. Bref, donc j'ai fini la Cité des Anciens, c'était un peu mon objectif parce que j'en avais marre de la traîner et je vais pas reprendre de suite le dernier arc qui me reste à lire, à savoir le 3e arc de l'Assassin Royal. Je crois que c'est Le Fou et l'Assassin. Je vais me garder ça pour 2026. J'ai besoin un peu de souffler avec Et la plume de l'autrice, parce que j'ai un petit peu souffert en termes de répétition dans la Cité des Anciens. Donc de souffler avec la plume de l'autrice, mais surtout avec cet univers qui m'est un petit peu sorti par les yeux. J'ai besoin d'une pause et j'y reprendrai. En plus, le dernier arc, tout le monde me dit que c'est trop bien, donc autant le savourer jusqu'au bout. On passe au 4e livre que j'ai lu et c'est une énorme pavasse puisque c'est Fils des Brumes, le tome 2 de Brandon Sanderson. Je me suis ennuyée comme pas possible, vraiment. Si j'avais pas été en challenge littéraire et donc où il fallait faire compter les pages d'un livre terminé, et si c'était pas une LC, je pense que je l'aurais abandonné, vraiment. Je suis la première déçue parce que j'ai adoré le tome 1. Le tome 1, il était génial, ça avait été un coup de cœur, vraiment. Il y avait des thèmes très forts, que ce soit la lutte des classes, l'émancipation, qu'est-ce que c'est que l'esclavage, la remise en cause de la domination politique dans un univers que j'avais trop aimé avec un système de magie vraiment très intéressant autour des métaux et les métaux en fonction de quel type de métaux. Ils ont soit une force de poussée, soit une force d'attraction et du coup ça a des conséquences, des effets magiques différents. J'avais trop aimé. Et là dans le tome 2, je sais pas si c'est le symptôme du tome 2 et du coup c'est juste un tome de transition, mais vraiment je me suis ennuyée, il n'y a rien qui m'intéressait. Autant Vin, je l'adorais dans le premier tome là, elle m'est sortie par les yeux, son histoire d'amour avec Hélène, j'en pouvais plus, j'avais l'impression de lire une romantaisie par moment. Enfin vraiment, ça ne m'a pas plu. Très honnêtement, je l'ai mis en saga continuée, mais je sais pas si je vais lire le tome 3 de Fils des Brumes. Et je suis la première déçue parce que vraiment j'ai adoré le tome 1. Voilà, on nous avait dit, parce que du coup je le lis avec Calène en lecture commune, que c'était important de lire la première trilogie de Fils des Brumes avant d'attaquer l'univers de Rochard pour bien comprendre. Mais en fait, il y a aussi plein de gens qui lisent Rochard sans avoir lu Fils des Brumes. Je sais pas, franchement, je sais pas, je suis un petit peu déçue de ce tome 2 et franchement l'investissement de temps pour lire 1100 pages et être déçue comme ça, flemme en fait de me lancer dans un tome 3 si c'est pour ressentir exactement la même chose. 5e livre que j'ai lu ce mois-ci et pareil où je me suis un petit peu ennuyée, c'est Déraciné de Naomi Novik qui était un livre le livre que je devais lire pour le mois d'octobre pour éviter qu'il devienne des reliques vu que je l'avais eu en mars et que je l'avais toujours pas lu. Et pareil, je vous ferai un point sur ce challenge que je suis assidûment, d'ailleurs, à la fin de l'année. Bref, Déraciné de Naomi Novik, je voulais découvrir cette autrice qui n'est pas francophone,
mais je voulais la découvrir parce que j'ai l'impression que ces livres sont assez clivants. Soit on adore, soit on n'aime pas du tout. Autant j'ai reconnu les qualités, que ce soit dans la plume, dans l'univers, etc. Mais j'ai été complètement hermétique à ce que je lisais. En fait, je voyais que ça pouvait être trop bien, qu'il y avait un énorme potentiel, mais moi, ça m'a pas du tout touchée. Je regardais ça comme à travers une vitre. Voilà, j'ai pas été emportée dans l'histoire. J'avais un peu l'impression d'être dans une réécriture de mythes que je connaissais pas forcément bien, mais avec des petites touches européennes ou occidentales dedans. À savoir, on a un homme un peu mystérieux qui se fait appeler le dragon, et c'est une puissance magique, un puissant magicien qui est dans le petit village. Et tous les X temps, tous les ans, je sais plus, à chaque génération, on nous dit, il choisit une femme dans la communauté du village pour qu'elle devienne sa femme, et on ne sait pas trop ce qu'il advient un peu d'elle, mais 10 ans après, quand elles sont libérées de leur service auprès de ce dragon, elles décident de partir du village et de ne pas rester dans le village, donc c'est assez mystérieux. Et nous, on va suivre Agnieszka, qui n'est pas la plus jolie, et en fait on est persuadé que c'est son amie Kasia qui va être choisie, et pas du tout. On apprend de fil en aiguille pourquoi le dragon choisit en fait ces jeunes femmes, et en fait c'est par rapport à leur capacité à manier la magie, si j'ai bien compris. Et il y a toute une histoire, et ça, c'est pour ça que ça aurait dû me plaire et qu'il y avait un potentiel vraiment important. Parce que jusqu'à là, bof. Mais en fait, on apprend que ce puissant magicien, ce dragon, il vit dans cette tour un petit peu à l'écart des autres magiciens et de la cour du royaume pour repousser un peu les forces obscures, les ténèbres qui envahissent le royaume progressivement, ou les royaumes. Et en fait, on a des intrigues géopolitiques entre différents hauts personnages de cette cour qui utilisent de la magie pour s'affaiblir, mais du coup en s'affaiblissant, affaiblissent aussi les remparts magiques contre cette force obscure. Cette force obscure qui est la forêt. Et en fait, la forêt, c'est un personnage à part entière, et ça, j'ai trouvé ça très très fort. Un personnage à part entière qui vient comme ça jouer à ce jeu d'intrigue politique. Avec ces mots-clés, normalement, ça aurait dû me plaire. Mais vraiment, ça l'a pas fait. Donc, encore une fois, je vois le potentiel de ce livre, notamment qu'il y a une très très forte amitié entre Agnieszka et Kasia, qui flirtent un peu sur cette amitié, peut-être romance lesbienne. Il avait des qualités, mais ça ne l'a pas fait. Je vous conseille de vous faire votre propre avis parce que c'est tellement particulier que peut-être que ça peut vous plaire. Et donc, à partir de maintenant, ça va être que des bonnes lectures ou des très très bonnes lectures pour vous dire à quel point c'était génial de ce mois de lecture. J'ai enchaîné avec L'impératrice du sel et de la fortune d'une autrice dont je ne sais pas comment on prononce son nom. C'était Perché, mais à la fin c'était très beau, très poétique. Je ne sais pas quoi vous en dire, c'est une novella, c'est le début d'une saga, je crois en 5 ou 6 tomes, publié chez La Talente, et c'était vraiment très sympa comme moment de lecture. J'ai lu ça en une après-midi et ça m'a fait beaucoup de bien. On y suit, je sais plus si c'est un jeune homme ou une jeune femme qui part à la rencontre d'une vieille personne en haut d'une montagne, dans une sorte de monastère, et en fait cette personne va lui raconter des histoires, et au début on voit pas trop le lien entre la réalité dans laquelle on est, à savoir ce que je viens de vous expliquer, de cette vieille femme qui raconte des histoires à ce personnage-là. Plus il y a un oiseau qui est la mémoire un petit peu personnifiée, j'ai trouvé ça trop mignon. Et de l'autre côté, les histoires qu'elle raconte qui sont dans le passé, et en fait progressivement au fur et à mesure que l'histoire avance, on va avoir ces deux temporalités qui se rejoignent, on comprend pourquoi. Je vais pas vous expliquer pourquoi parce que le livre est très court. Ça fait 120 pages je crois, donc ça a le mérite de se découvrir sans être spoilé avant. Et ces deux histoires se rejoignent et toutes les pièces s'emboîtent, et j'ai trouvé ça très beau, très poétique, notamment les messages qui étaient que l'autrice nous faisait parvenir, à savoir la dénonciation du patriarcat et du sexisme. Voilà, j'ai bien aimé. C'est une saga que je voulais découvrir depuis bien longtemps. Là, je vais prendre le temps de découvrir tome par tome. Voilà, c'est pas une saga qui va devenir prioritaire, mais je me dis que quand je sais pas trop quoi lire, ça peut être sympa de prendre un petit livre comme ça. 7e livre, j'ai lu Légende élatée de Travis Baldere, qui était la lecture commune du challenge organisé par Emmeline et Cécilia de la chaîne Jurassic Jones pour octobre, pour leur challenge, je crois que c'est 2 Octobers. Et écoutez, je l'ai prêté à une amie parce que j'ai vraiment bien aimé et je suis assez partagée sur cette lecture. En fait, j'ai oublié de mettre que c'était en lecture une saga abandonnée, ça. Dans ma tête, c'est tellement pas une saga.
que j'ai oublié. Donc je vous disais, en fait j'ai tellement aimé le moment de lecture quand j'ai lu ce livre-là, je l'ai dévoré, je l'ai vraiment lu en 3 jours où j'avais énormément de choses à faire et peu de temps pour lire. Et j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner, tellement que j'étais prise dans le récit. Donc ça, c'est trop chouette. Par contre, j'ai pas envie de lire la suite. Ça m'a suffi en lui-même. C'est une expérience qui a été très chouette pour le fait de... je trouve que c'est un bon livre pour vous remettre le pied à l'étrier en cas de panne de lecture ou de moments un peu creux de lecture ou un moment où vous voulez juste enchaîner les pages, vous voyez ce que je veux dire? Je trouvais que ça me faisait un sentiment de joie très appréciable. Mais le récit en lui-même, ça m'a pas marqué, je lirai absolument pas la suite. On est dans de la cozy fantasy. Je pense pas que ça soit ça en fait qui m'est bloqué ou qui me fait ressentir ça. Pour l'histoire, on va suivre une orque qui un jour, lors d'une de ses missions de mercenaire, je vais y arriver, découvre le café et décide X temps après de fonder un café dans une autre ville. Et dans cette ville, personne n'a entendu parler ou ne connaît le café. Donc on va suivre un petit peu son aventure d'entrepreneuse, autant je le dire comme ça, et elle a des péripéties, et au lieu d'avoir des péripéties comme on peut avoir dans la vie de tous les jours, elle a des péripéties un petit peu liées à la fantaisie, mais c'est pas insurmontable dans le sens où en fait elle finit par tout surmonter grâce à ses amis. C'est vraiment le thème de ce livre, c'est le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'amitié, voilà, tout un peu enjolivé comme ça. J'ai bien aimé, mais encore une fois, ça restera pas dans les annales. Il est aussi haut parce que j'arrivais pas à poser le livre et que ça, je trouve ça très fort. Peut-être que j'ai pas tant aimé que ça parce que je n'aime pas ni le café, ni les cinnamon rolls qui sont mentionnés toutes les 3 lignes. En 8e lecture déjà de fantasy, j'ai lu sur les conseils de Lucie, j'ai plutôt écouté sur les conseils de Lucie, Dents de soie de Maëlle Dessart, qui est une autrice du coup francophone de SFFF que je voulais découvrir. En plus, on m'en avait dit que du bien. Donc là, j'ai commencé par Dents de soie, c'est le seul de ses livres disponibles malheureusement sur Audible et j'ai vraiment trop aimé. Je pense que j'étais pas la cible de ce livre, mais elle a une plume incroyable, elle est très drôle, elle a une plume très engagée et elle a créé un univers qui m'a happée. Et du coup, j'arrivais plus à lâcher le livre, alors qu'encore une fois, j'étais pas la cible parce que je n'aime pas particulièrement les vampires, je n'aime pas les fées et tout ce truc de contes de fées, les fées gentilles, les bonnes fées, les marraines, etc. Mais en fait, l'univers et le world building qu'elle a réussi à créer, ça m'a happée. J'étais encore une fois prise dans l'histoire. Il est aussi bas parce que j'ai lu des livres incroyables par la suite, mais vraiment quelle pépite Dents de soie. Pour l'histoire, si jamais vous êtes passé à côté de la propagande de Lucie, on va suivre 2 personnages qui au début n'ont rien en commun. On va suivre un vampire qui, suite à, on l'apprend assez rapidement, à une vengeance, il a essayé de venger la mort d'une personne de sa famille. On lui arrache ses canines, donc du coup c'est un vampire diminué et c'est vraiment la pire des punitions qu'on peut faire dans ce royaume de vampires à un vampire. Et de l'autre côté, on va suivre une fée, une demoiselle fée, qui en plus, je précise ça, parce que la fée est décrite comme grosse et c'est valorisé et je trouve qu'elle arrive à Maëlle Dessart arrive à faire passer des messages hyper positifs, des messages très importants, très engagés, un peu sans que ça soit le cœur de l'histoire et ça j'ai vraiment aimé. Donc on va suivre cette fée, Nelly, qui aurait dû être la bonne fée, la marraine bonne fée, c'est un peu le plus haut statut qu'elles peuvent aspirer les fées. Et en fait, par des péripéties importantes, mais je vous laisserai les découvrir, elle n'a pas ce poste et elle finit dans des fées. Autant vous dire, un poste pas du tout valorisé et pas du tout apprécié. Et donc Nelly, c'est ainsi qu'elle va devoir aller voler des dents à un vampire pour les analyser et ils finissent par se rencontrer. Et les deux vont se servir de l'autre et de leur relation naissante pour le vampire. Un peu retrouver sa place et venger les personnes qui l'ont destitué de son statut social, se venger plutôt. Et elle, Nelly, pour comprendre pourquoi elle n'a pas été choisie pour être la marraine bonne fée et conquérir ce statut. Et ça peut paraître très banal, très trivial dit comme ça, mais en fait il y a des enjeux vraiment plus importants derrière. Il y a du côté du vampire la question de qu'est-ce que c'est qu'un royaume, comment on le gouverne, qu'est-ce que c'est que la tyrannie, qu'est-ce qu'on fait quand on a un pouvoir politique entre les mains. Et du côté de Nelly, on a aussi des thèmes aussi très forts sur l'amour des autres, le comportement qu'on peut avoir avec les autres, qu'est-ce que c'est que le harcèlement aussi. Et donc, c'est ce que je vous disais, sous prétexte, je sais pas si c'est le bon terme, mais en fait, vous avez cette première lecture du livre
avec ces deux personnages et leur histoire, et c'est assez drôle, assez piquant, assez acidulé sa plume, mais il y a aussi derrière plein de messages que j'ai vraiment bien aimés et des réflexions plus poussées. Et je trouve que c'est des textes qu'on peut faire lire à un public assez jeune pour leur donner à réfléchir ou discuter avec eux de ça. Bref, j'ai tellement aimé Maëlle de Sarre que c'est pas le seul livre que j'ai lu d'elle ce mois-ci. On arrive au 9e livre sur les 14 déjà, et c'est Dans ma maison sous terre de Nicolas Martin, un court texte que j'ai eu en service de presse de la maison d'édition Esquif. Je vous ai fait un réel sur Instagram sur ce livre si vous voulez aller le voir. Mais j'ai vraiment bien aimé, c'était trop chouette. C'est un court texte d'une 50aine de pages dans lequel on va avoir un jeune homme qui renoue avec son grand-père qu'il n'a jamais connu. Son grand-père, il est minier à ce moment où les mines ferment progressivement dans le nord de la France. On est dans les années 80, je crois, de mémoire. Le jeune homme va aller recueillir comme ça la parole de son grand-père que tout le monde pense fou parce qu'il est resté vivre à proximité de la mine. Et de fil en aiguille, en fait, on flirte sur une ligne fantastique, à savoir, est-ce que le grand-père est fou et on est dans une autre réalité, une réalité sans magie, et il est juste fou et contaminé par une maladie, de ces maladies que pouvaient avoir les mineurs du fait des mauvaises conditions de travail? Ou alors, est-ce que la mine est un personnage à part entière? Et du coup, dans ce cas-là, est-ce qu'elle n'aurait pas une dimension magique, de fantaisie, et le grand-père ne serait pas fou? Et on navigue sur cette crête-là, et c'est incroyable. Je vous en dis pas plus parce que c'est un court texte, donc ça se dévore. Et vraiment, je l'ai lu en 1 heure et c'était un bonheur de le lire. Je vous encourage à aller le découvrir et aller découvrir la plume de Nicolas Martin qui est vraiment exceptionnelle. Et donc, 10e livre sur les 14, donc vraiment on est dans le top de mes lectures préférées. J'ai lu Camera Obscura de Maëlle de Sarre. Parce que comme je vous le disais, et là on est à cheval sur la partie 1 et 2 du Poulverse Challenge, mais j'ai lu Dans de soi pour la première partie du Poulverse et pour la deuxième partie du Poulverse, Lucine, qui est une des fondatrices et organisatrices de ce challenge, de cette nouvelle édition de ce challenge, proposait une LC de Camera Obscura de Maëlle de Sarre. Et comme je vous disais précédemment, j'avais tellement aimé cette autrice que je voulais continuer à découvrir sa plume. Et je me suis dit qu'une LC c'était parfait pour faire ça et que j'avais plus qu'à. Et que tout était fait pour que je continue à découvrir cette autrice. Donc j'ai lu Camera Obscura et j'ai adoré. Vraiment au début j'ai essayé de me restreindre sur le rythme de la LC, mais j'ai eu du mal et je l'ai fini longtemps avant parce qu'en fait elle se termine demain et que je l'ai terminée depuis dimanche. Donc ce qui vous dit pas parce qu'on on est mardi pour que vous puissiez situer. Bref, j'ai adoré Camera Obscura, beaucoup plus que Dans de soi, parce que je vous disais, Dans de soi, à la base, c'était pas fait pour moi, le pitch m'intéressait pas plus que ça, alors que là, Camera Obscura, oui, ça a touché mon cœur de prof d'économie, clairement, parce qu'on est dans un Londres du 19e siècle, au moment un petit peu de basculement engendré par la révolution industrielle, et on a cette opposition très forte, très marquée de l'époque entre les nobles issus de longues lignées de noblesse, qui ont une fortune notamment issue de la terre et des exploitations terriennes, agricoles, et de l'autre côté, on a ces nouveaux bourgeois qui arrivent grâce à l'exploitation du capital et donc qui sont des capitalistes. Sur cette opposition se cristallisent plein d'autres oppositions qui, là, m'ont fait rire parce qu'elle arrive à jouer de tout ça, Maëlle de Sarre, mais sur cette question de qu'est-ce que c'est qu'être riche? Est-ce que les nobles qui finissent par être un peu désargentés, est-ce qu'ils continuent à être riches sociologiquement parlant? Oui, par leur manière de consommer, leur manière de se vêtir, etc. Et de l'autre côté, les bourgeois qui sont considérés comme des nouveaux riches. Alors oui, en termes de temporalité, mais oui, parce qu'ils n'ont pas encore assimilé les codes de cette bourgeoisie, à savoir la non-ostentation des richesses. Bref, ça a plu, encore une fois, du fait de mon parcours d'études et professionnel. Bref, donc dans cet univers londonien du 19e siècle, Londres est recouvert par une brume assez étrange, et j'ai bien aimé cette ambiance. Brume assez étrange dont on ne sait pas trop les tenants et aboutissants de son apparition, d'autant plus que la plupart, je crois même du pays et des autres pays, ne sont pas du tout touchés par cette brume. Et il y a un mal des brumes qui apparaît, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop comment
les gens sont contaminés par ça. Et ce mal des brumes tue les gens et certains, ça les transforme en ce que Maëlle de Sar a appelé des putrifiés, qui sont des sortes de morts vivants initialement. Et donc nous, on va suivre Léandre, un jeune homme issu de cette noblesse désargentée, qui fait des études de médecine et qui travaille aussi pour un maître caméra obscura. En fait, c'est des personnes qui, grâce à une sorte d'appareil photo, vont pouvoir prendre en photo les morts pour s'assurer qu'ils sont bien morts. Bref, et en fait, il fait tout ça parce qu'il veut sauver sa sœur qui est atteinte de ce mal des brumes. J'en dis pas plus, mais s'ensuit une enquête policière avec une autre demoiselle qui s'appelle Winifred, qui est incroyable, vraiment. À elle seule, elle symbolise tout ce qu'on adore dans la plume de Maëlle de Sar. Elle est piquante, acidulée, elle a des répliques à mourir de rire. Vraiment, je rigolais en lisant le livre. Elle est pétillante et elle a un peu rien à faire des codes de société, notamment des codes sexistes et genrés. Donc, elle y va. Et l'association entre Léandre, qui est pétri des codes sociaux et de la noblesse, et cette demoiselle, c'est incroyable. Et donc à eux deux, et pour des raisons différentes, ils vont enquêter pour un peu percer ce secret et cette maladie autour des brumes. Et la morale de l'histoire, je saute un petit peu, voilà, mais la morale de l'histoire, c'est la critique du capitalisme, et ça, j'ai adoré. Vraiment, Caméra Obscura, c'était un bonbon. J'aimerais trop le relire, j'ai vraiment aimé. En même temps, et dans un autre registre, j'ai lu Noblesse oblige de Maïwenn Alix. A priori, c'est une duologie et j'ai très envie de lire le tome 2. Je l'ai mis là parce que, franchement, il fait match nul avec Caméra Obscura. J'ai adoré les deux, je les ai lus en même temps. Mais dans Noblesse oblige, le dernier tiers, j'étais en haleine, j'arrivais pas à poser le livre. J'ai lu 150 pages en une soirée, tellement à la fin, c'était crescendo en termes d'événements, en termes de rythme, et ça m'a trop plu. Dans ce livre-là, on est dans une uchronie, ce que j'aime beaucoup. Uchronie où je trouve qu'il manque un petit peu de world building, parce qu'en fait, en France, la monarchie n'a pas été abolie, et là, on est à Louis, je sais plus, 21, 22, 20, je sais plus. Et dans les autres pays, la monarchie a été abolie. Alors c'est un peu difficilement compréhensible pourquoi celle de 1789 en France n'a pas abouti, alors que dans les autres pays, oui. Alors qu'on sait que le modèle français de révolution a servi d'exemple à pas mal de pays. Donc bref, il y a des choses sur le world building qui auraient mérité d'être davantage développées. Ceci étant dit, je pense que c'est pas tant ça le propos de l'autrice dans ce livre. J'ai oublié de préciser que c'est la deuxième autrice francophone de SFFF que je découvrais ce mois-ci. Je pense que le propos de l'autrice est plutôt tout ce qui a trait à la télé-réalité. En effet, dans cet univers-là, il y a 2 émissions de télé-réalité pour que les gens du peuple, et ça j'ai trouvé ça vraiment bien fait, les gens du peuple puissent espérer voir leurs enfants s'élever dans l'échelle sociale, et c'est la seule forme et la seule manière d'avoir cette ascension sociale. Donc il y a une émission Au nom du roi pour les garçons et c'est le prestige militaire, la virilité très stéréotypée qui sont mises à l'honneur, et de l'autre côté on a une sorte de bachelor avec des femmes qui doivent faire bonne figure pour pouvoir épouser des nobles présents dans cette émission. Et j'ai trouvé que la critique, pas que de la télé-réalité d'ailleurs, mais la critique du divertissement sous toutes ses formes pour rendre bête le peuple et un petit peu mieux le contrôler et le dominer, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait de la part de Maïwenn Alix, et du coup ça m'a plu. J'ai tout de suite été prise dans l'histoire parce que je me suis dit ok, le propos politique, il marche sur ça et ça m'intéresse, j'ai envie de voir jusqu'où elle va. Et donc nous, dans cet univers, on va suivre Gabrielle qui, pour des raisons qui se justifient, donc pareil, ça m'a plu. Je vous disais, il y a des choses du world building, j'aurais aimé que ça soit plus développé, mais il y a des aspects assez forts autour desquels se joue l'histoire qui sont plutôt bien pensés. Donc nous, on va suivre Gabrielle qui, pour plusieurs raisons que je vous laisserai bien évidemment découvrir, est anti-monarchie et elle veut la mort initialement de tous les nobles. Donc on va lui proposer d'intégrer cette émission et surtout d'espionner au profit d'un réseau anti-monarchique. Donc elle accepte un peu à ses risques et périls. Et ce que le réseau et elle-même, bien évidemment, n'avaient pas prévu, c'est que cette année, il y a le dauphin en personne qui se cherche une femme dans cette émission. Parallèlement, on demande à Gabrielle d'élucider le meurtre d'une jeune femme qui était là à la saison précédente
pour avoir un scandale qui éclate et du coup rallier le peuple, en tout cas c'est ce que veut le réseau anti-monarchique, rallier le peuple à des idées plus démocratiques, ce qui sera plus facile pour renverser le régime. Et ça aussi j'ai trouvé intéressant comment l'adhésion du peuple favorise ou pas les conditions d'une réussite, d'une révolution. Donc Gabrielle est à la cour et elle enquête dans cette émission de télé-réalité et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et on va de révélation en révélation. J'ai pas trop réfléchi à ce qui pouvait se passer. Et donc vraiment, j'ai été ballottée comme ça d'une révélation à une révélation, à chaque fois toujours plus incroyable. Et j'étais choquée et vraiment le dernier tiers, ça m'a trop plu. Donc au-delà du propos qui peut être peut-être très adolescent, parce que voilà, la télé-réalité c'est connoté d'une manière adolescente dans notre société, je trouve que le propos politique est très intéressant. J'ai hâte de voir où elle va arriver, parce que vu la fin de ce livre-là, il me faut le tome 2. Et c'est aussi pour ça qu'il est si haut dans mon classement en SFFF ce mois-ci, parce que j'ai envie de lire la suite. Mais comme j'ai celui-là en poche, j'attends le tome 2 en poche. Parce que là, il y a écrit qu'il y était chez Slalom, mais j'aimerais bien l'avoir en poche. Et je me suis pas encore renseignée, mais ça ne saurait tarder. Autre livre que j'ai trop aimé, c'est Une très bonne hérétique de Becky Chambers. Vraiment, j'ai adoré. Merci encore à la maison d'édition La Talente de me l'avoir envoyé en service de presse numérique. Je vais me le procurer en papier, là, éminemment, sous peu. Mais c'était trop bien. En fait, c'est un recueil de nouvelles. Et je trouve qu'en si peu de pages, elle arrive à faire un truc incroyable. En fait, on va suivre 5 femmes qui se connaissent pas, d'univers très différents, à un moment de basculement de leur vie. Alors, sur des moments de basculement dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, où elles prennent une décision qui peuvent impacter un pan de leur vie ou toute leur vie. Et j'ai trouvé ça incroyable comment ce thème-là du basculement était mené et à la fois, comme on a 5 femmes complètement différentes, comment ça permettait de montrer la pluralité de ce que c'était qu'être une femme dans nos sociétés et du coup d'être une femme aussi en fonction des sociétés dans lesquelles ces femmes elles-mêmes vivaient. Je sais pas si cette phrase était très claire. Donc j'ai adoré ça, d'autant plus que ce thème est redoublé, ce moment de basculement, par une mise en abîme et un décalage important entre la femme, on est centré sur le point de vue de la femme, sur son histoire plutôt, et comment en parallèle de ça, on avait le thème de l'espace qui redoublait le thème de la solitude, alors soit la solitude que pouvaient ressentir ces femmes dans leur vie avant de faire ce choix, soit la solitude du moment de basculement et du moment de prise de décision. Et je trouvais ça très fort comment ce recueil était construit autour de ces 2 axes. C'était vraiment incroyable. D'autant plus que il y a une nouvelle, je crois la dernière, qui se passe dans l'univers des voyageurs, une de mes sagas préférées. Je précise que même si c'était incroyable, ce n'est pas suffisant. Il nous faut un livre de Becky Chambers qui fasse plus de 200 pages. On a besoin d'un livre, d'un roman, on a besoin de plus, voilà, de cette autrice. Bon, on arrive maintenant à ma meilleure lecture de SFFF du mois. En fait, il en manque 2 de livres. Mais vous allez voir, c'était tellement trop bien, le tome 1, que j'ai lu le tome 2 dans la foulée. Et je me suis dit que ça n'avait pas trop de sens de vous présenter le tome 2 avant et le tome 1 maintenant. Essayons d'être un petit peu cohérents. Mais j'ai lu, et c'est ma meilleure lecture du mois, pas que en SFFF, j'ai lu Les Carmidors, le tome 1, Trahir et survivre d'Olivia Gomez, publié aux éditions Plume Blanche. J'ai vraiment beaucoup aimé le travail éditorial de cette maison d'édition d'ailleurs. Olivia Gomez, c'est la 3e autrice de SFFF francophone que j'ai découvert ce mois-ci. J'ai adoré. C'était tellement bien que du coup, je me suis acheté le tome 2 dans la foulée, à savoir donc toujours Les Carmidors, tome 2 Unir et Détruire, toujours publié la maison d'édition Plume Blanche par Olivia Gomez. Donc vous avez les 2 là, ils sont magnifiques pour des raisons différentes. J'ai moins aimé le tome 2, j'y reviendrai après. On va commencer par le tome 1. Moi, on m'avait vendu ça sur les réseaux sociaux comme un Game of Thrones français. Et en fait, c'est bon. Alors, je trouve que le premier quart du livre, du tome 1, ça va trop vite parce qu'en fait, elle veut nous amener à la situation où ça doit commencer. Et ça m'a un peu embêtée. Mais à part ça, j'ai trop aimé. Oui, on est dans un Game of Thrones à la française. Un Game of Thrones si on part du principe que on est dans une grande intrigue géopolitique entre plusieurs familles nobles qui se font la guerre pour conquérir des ressources, qu'elles soient terriennes, des ressources agricoles, des ressources monétaires, des ressources aussi symboliques. Et donc dans cet univers, on va avoir une opposition dans le royaume principal. Il y a une carte au début.
et il y a un arbre généalogique qui n'était pas du plus au début, on en avait largement besoin. Bref, je vous disais, donc dans ce royaume, on a une opposition très forte entre les familles de l'Est, qui sont plutôt des familles maritimes, en tout cas qui tirent leur puissance soit d'une flotte navale, qu'elle soit guerrière, ou alors du commerce maritime. Par opposition, on a les familles de l'Ouest qui ont plutôt une richesse issue de l'agriculture, richesse qui diminue, qui périclite. Et on a cette opposition-là. Et les familles en partie s'unissent pour renverser le roi initial, le roi qui est là au tout début de l'histoire, et placer sur le trône l'un d'eux. Et c'est un peu ça qui est raconté de manière extrêmement rapide pour arriver au moment de notre histoire. Et elle commence réellement là, l'histoire. Nous, on va suivre une famille qui s'appelle donc les Thermidor. Il y a le père, 3 enfants, donc 2 garçons et une fille, et une enfant illégitime, une autre fille. Et on va les suivre, c'est eux nos personnages principaux, et c'est nos entrées en fait dans les différentes familles, les différents royaumes, parce qu'on va suivre aussi les conséquences que ce renversement du roi dans notre royaume va avoir sur les autres royaumes frontaliers. Il y a aussi, vous le savez sans doute que je déteste ça normalement, il y a aussi tout ce qui a trait à la religion, parce qu'il y a une montée en puissance d'une nouvelle forme de religion, avec la question de savoir est-ce que c'est une secte ou pas, aussi qu'est-ce que c'est qu'une secte, mais aussi tout le pouvoir despotique qu'elle charrie avec elle. Bref, c'était trop bien. Les personnages sont malmenés du début à la fin. Voilà, il faut pas avoir peur de voir nos personnages principaux mourir ou à qui il arrive des choses vraiment horribles. J'ai été plein de fois surprise, j'ai pas réussi à lâcher le livre. Vraiment, c'était trop bien. Encore une fois, j'ai tellement aimé que j'ai lu le tome 2. Je trouve que, à la différence, j'ai pas tout lu encore de George R.R. Martin, donc dans Game of Thrones, je trouve qu'à la différence, il y a une réelle touche féministe, ou en tout cas, ça se sent que l'histoire, elle est écrite là, dans les années, pas 2023, je sais pas de quand date le tome 1, je sais qu'il a été auto-édité, etc. Mais en tout cas, il y a ce contexte social que l'autrice, je la connais pas personnellement, je sais pas si elle le partage, mais en tout cas, elle a mis dans le texte, et c'est plaisant parce que les personnages féminins, elles sont pas juste là pour être mariées, elles ont aussi une agentivité qui fait du bien, elles sont aussi malines, elles intriguent dans l'ombre quand leur mari, père, homme, voilà, de la famille, ne leur laisse pas de place. Et j'ai trouvé ça intéressant comment elle joue sur ça pour rendre le texte plus féministe. Et aussi, il y a une réelle critique que j'ai pas retrouvée encore dans l'œuvre de Game of Thrones, une réelle critique des mariages forcés, des violences sexuelles, etc. Et ça fait du bien à lire parce que c'est pas parce qu'on lit un truc pseudo d'inspiration moyenâgeuse qu'on doit cautionner ça. Et donc, j'ai lu le tome 2 pas trop dans la foulée, j'ai lu le tome 1 au tout début du mois et le tome 2 vers la fin du mois. J'ai moins aimé, mais ça a été une excellente lecture. Voilà. Encore une fois. J'ai moins aimé parce que je pense que j'ai été moins surprise. Pas que j'ai deviné certaines choses qui allaient arriver, mais juste j'ai été moins surprise. En même temps, il n'y avait pas l'effet de découverte. On voit beaucoup moins mon personnage préféré aussi, ce qui a pu y jouer, mais c'était trop bien. Et vraiment, c'est rare que j'enchaîne les sagas, donc foncez, lisez, c'est trop bien. Dernière chose que j'ai à vous dire, le tome 3, j'espère qu'il est en avant-première aux Utopiales, parce que là, il va me le falloir à un moment donné. J'ai vu qu'il était en avant-première à un salon littéraire en Belgique, mais moi, je le veux aux Utopiales. J'ai besoin de ce tome 3, réellement. Bon, et on arrive au livre de littérature blanche. Cette vidéo risque vraiment d'être longue. Je vais vous présenter ça. Il me reste plus que 8 livres à vous présenter entre les livres de littérature blanche et les graphiques. Donc bon, j'ai commencé en littérature blanche, j'ai pas eu de mauvaises lectures en fait. J'ai eu que des bonnes lectures. J'ai commencé par, et ma moins bonne de tout ça, c'est Petite salle de Louise May, encore sur la propagande de Lucie. J'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs par moment, mais par contre, à la fin, mon cerveau a été complètement retourné, parce que, encore une fois, je suis pas une lectrice active dans le sens où je me laisse un peu porter par l'histoire, et donc j'enquête pas. Et certains ont vu venir le plot twist, mais moi, absolument pas. Ce qui témoigne aussi d'une certaine qualité dans la plume de l'autrice. Et du coup, je trouve le texte éminemment politique et ça m'a vraiment plu. Donc dans Petite salle, on va suivre dans la France, on est dans les années 60 je crois, on est dans un petit village un petit peu perdu où on va suivre une enquête policière parce que il y a la petite fille d'un propriétaire terrien extrêmement riche et qui emploie une bonne partie du village, qui a été enlevé contre une demande de rançon. Et donc on a la gendarmerie locale et des policiers dépêchés de Paris qui enquêtent. Et donc on va suivre leur enquête. Ça
tient le temps d'une semaine. C'est assez lent par moment, mais il y a une ambiance assez poisseuse, assez collante. Franchement, j'avais qu'une envie, c'était de fuir l'ambiance de ce village. Donc ça, c'est plutôt réussi. Et encore une fois, la plume de Louise May était très poétique et elle m'a beaucoup... Ça fait beaucoup de fois que je dis beaucoup plus. Quoi qu'il en soit. Donc on suit cette enquête-là et le titre s'appelle Petite Salle. Et Petite Salle, ça renvoie à un personnage du livre. Et je peux pas vous en dire plus en fait, sinon je vous spoil tout. Je peux vous dire de plus, c'est que vraiment il y a des thèmes politiques, c'est une plume assez engagée parce que il y a une critique de l'opposition Paris-Province. Il y a une critique aussi des méthodes économiques capitalistes qu'emploie ce millionnaire, je pense, et du pouvoir que ça lui donne dans ce village. Ça dénonce plein de choses, notamment les VSS, et ça dénonce aussi le sexisme ambiant de cette société qui est tellement présent qu'il aveugle nos enquêteurs. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Donc voilà, vraiment un texte qui avait des qualités. Je vais continuer ma découverte de Louise May. Autre lecture un peu dans cette même ambiance, c'est Le ciel en sa fureur d'Adeline Fleury, qui flirte avec le fantastique. Je trouve qu'on a un croisement entre le livre de Louise May, Petite Salle, et ce livre-ci de Nicolas Martin, donc Dans ma maison. Vraiment, c'est un peu le mix parfait entre les deux, puisque on est aussi dans cette ambiance très poisseuse, dans un village assez reculé en France, à une époque où on ne sait pas trop où c'est, on parle encore en franc, et où on va suivre Julia, qui est une vétérinaire qui arrive de la ville, qui a du mal à s'intégrer parce que c'est une femme, parce qu'elle est souriante, et surtout parce qu'elle vient de la ville. Et on va suivre Stéphane, qui est une autre femme, pareil, qui colle pas au physique attendu de la féminité et au code attendu stéréotypé. Dans ce petit village, il y a des, attention, trigger warning, des animaux qui sont mutilés, et une enquête commence à être menée un peu par Julia et Stéphane. Voilà, si vous voulez avoir plus d'infos, allez voir le vlog parce que je le lis en une journée, donc c'est le vlog 24 heures de lecture parfaite. Mais du coup, pourquoi je vous disais que c'était un bon mix entre ces deux livres? Parce qu'en fait, pendant tout le roman, il y a une possibilité de fantaisie qui apparaît. Parce qu'en fait, dans ce village, on croit beaucoup aux anciennes croyances populaires, donc des fées, des gobelins, etc. Donc de la Normandie, parce que le village est en Normandie, je vais y arriver. Et du coup, il y a cette explication qui est possible et qui reste possible jusqu'à la fin. Et il y a aussi une explication très rationnelle de l'enquête qui est menée. Et les deux cohabitent et les deux peuvent coexister jusqu'à la fin. Et je ne m'attendais pas à aimer autant ce livre et j'ai vraiment, vraiment aimé. On passe à la troisième lecture, c'est Badiens, j'espère que je prononce bien, de Delphine Mounoui, que j'avais emprunté au CDI, donc j'ai rendu, il était temps. Et j'ai vraiment bien aimé, c'est un court texte. Et en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que j'ai apprécié ce texte. On est en Iran, assez récemment, je dirais, dans les années 2020, au moment où les femmes iraniennes descendent dans la rue pour protester contre les mesures sexistes qu'elles subissent sous couvert de religion et où elles commencent à se découvrir les cheveux et où c'est utiliser leurs cheveux comme symbole de liberté et de rassemblement de ce mouvement politique. Et nous, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Badiens, j'espère que je prononce très bien, qui vit dans cette famille patriarcale, sexiste, dans un pays encore une fois patriarcal, sexiste, et où elle voit en fait sa liberté s'amoindrir à mesure qu'elle devient une femme, parce que du coup il faut qu'elle commence à se couvrir, mais elle peut plus faire certaines activités, alors qu'elle voit bien que son cousin, lui, peut continuer. Et en fait elle va comme ça se révolter face à la situation de sa mère, face aux violences qu'elle-même subit parce que c'est une femme. Et elle va participer à ce mouvement de libération. Et on sait dès le début qu'elle meurt lors de sa première manifestation. Mais du coup, le récit gonfle comme ça progressivement vers cette explosion finale qui se solde malheureusement par la mort de cette personne. Mais du coup, c'est l'éveil, c'est le symbole de l'éveil d'une génération à ces questions-là et qui commence à militer et qui utilise des moyens, notamment les réseaux sociaux, etc. pour militer. Et en creux, on a cette comparaison avec la génération de sa mère, qui était une autre forme de militantisme pour d'autres raisons. Et j'ai trouvé ça assez fort ce que l'autrice a réussi à faire en si peu de pages, en fait. Et parce que ça fait 200 pages de mémoire. Et vraiment, c'était très chouette comme lecture. Je trouve que l'analyse a posteriori rend ma perception du livre encore meilleure que ce que j'ai pu ressentir au fil de la lecture. Donc
vraiment, je vous encourage à le lire, y compris pour un public de lycéens, lycéennes, parce que ça peut être des thèmes très forts et où je trouve que ça ouvre le regard sur ce que ça peut être aussi le féminisme dans d'autres pays. Et donc, on arrive à ma 3e meilleure lecture du mois et ma 2e meilleure lecture de littérature blanche, c'est La Bonne Mère de Matilda Di Matteo, qui est un peu le phénomène de la rentrée littéraire. Trigger warning, parce que moi, je n'avais pas vu de trigger warning sur ce livre, et en fait, il y en a plein, et je vais les classer en 2 genres. Il y a évidemment tout ce qui est relations toxiques, relations amoureuses toxiques, relations d'emprise, etc. Mais il y en a un autre aussi. En fait, on va parler de transfuge de classe, et ça peut être très violent à lire, parce qu'en plus, là, on parle d'une transfuge de classe qui part de Marseille pour aller à Paris faire ses études, etc. Et je trouvais que moi, par exemple, ça résonnait très fortement avec mon histoire et que par moments, j'avais du mal à rentrer dans le livre. C'était vraiment au début et où j'avais beaucoup de mal à m'extraire de ce que ça pouvait évoquer d'émotions pas forcément plaisantes chez moi. Je sais pas si je suis assez claire. Donc, pour l'histoire, ça parle de, comment elle s'appelle ? De Clara, qui est une jeune Marseillaise qui vit dans un milieu, on va dire, moyen, classe moyenne en déclassement, entre la classe moyenne et une classe populaire qui est quand même propriétaire. Donc voilà, on flirte un petit peu dans ce milieu social-là. Et donc Clara, pour ses études, elle intègre Sciences Po Paris et du coup elle part vivre à Paris pour ses études et c'est un peu son histoire de transfuge de classe. Elle revient à Marseille et du coup le regard qu'elle pose sur Marseille. Et donc on a tout ce parcours-là qui est vraiment très intéressant, qui s'inscrit, je trouve, dans les grands textes qu'on a pu avoir sur cette question-là, Retour à Reims de Didier Ribon ou En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis. Je trouve qu'on est un peu dans cette tradition-là sociologique, de ce regard sociologique-là, que moi j'ai trouvé incroyable, ou des textes de Kawtar Archi, elle en parle aussi très bien. Donc j'ai trouvé ça très cool. Et il y a une deuxième partie du texte, un peu dans ce regard sociologique qui, moi, m'a plu sur qu'est-ce que c'est qu'être une cagoule et qu'est-ce que ça veut dire être une cagoule à Marseille. Déjà, repositionner le mot qui ne veut pas dire en fait les clichés qu'on en a, mais un petit peu que la mère de Clara est une cagoule, donc c'est une femme qui parle fort, qui prend la place dans l'espace public, qui s'habille avec des tenues très sexy, très voyantes, etc. Et en fait, elle ne va pas totalement coller au code de la féminité. Et c'est en ça qu'elle peut déranger la figure de la cagoule, parce qu'elle prend l'espace visuel, sonore dans l'espace public, ce qui dérange. Avec évidemment un fort accent marseillais, mais ça, c'est pas pour me déplaire. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ce regard sociologique m'a beaucoup plu et il me semble que l'autrice a fait des études de sociaux, je veux pas dire de bêtises. L'autre grand thème du livre, c'est ce que je vous disais, c'est l'amour toxique et en fait, on a ce regard de transfuge de classe qui va s'effriter un peu cette condescendance de classe, parce que Clara, elle finit dans un milieu très aisé du fait de sa relation avec un jeune homme, à droite, catholique, etc. Donc elle a vraiment une ascension sociale qui la transporte assez loin de là où elle venait, que ça soit financièrement, mais aussi politiquement et dans ses modes de vie. Et donc initialement, elle a un regard assez condescendant sur cette mère qui, en plus, est une cagoule. Et cette distance qui a été créée par le parcours de Clara va s'effriter progressivement quand Clara comprend qu'elle est dans une relation toxique, une relation d'emprise, une relation de domination, et où elle commence à essayer de s'en sortir et de sortir de cette relation. Et dans cette période qui est très mouvementée pour la jeune femme, elle se reconnecte à l'histoire, elle se reconnecte initialement avec sa mère qui est un support moral et progressivement elle va aussi décortiquer l'histoire sentimentale de ses parents parce qu'elle idolâtrait son père et du coup par moments elle détestait sa mère et elle va un peu réfléchir à la relation de ses parents et comprendre que sa mère aussi elle vit une relation toxique, une relation d'emprise. Et progressivement, le livre s'élargit sur la mise en lumière des VSS dans la société et c'est par ce travail-là de mise en lumière que nos deux personnages principaux vont se retrouver, se reconnecter et en partie se reconstruire. Donc vraiment, il est très très dense dans les thèmes qu'il aborde, mais aussi dans les trigger warnings, forcément. Mais j'ai vraiment aimé. Je le mettrai pas entre les mains de tout le monde parce que je pense que ça peut être assez dur à lire. Mais je le trouve nécessaire comme lecture en même temps. Et donc on arrive au dernier livre de littérature blanche que j'avais eu dans le swap avec Callan, à savoir Il est des hommes qui se perdront toujours de Rebecca Linguieri. Et comme j'avais dit dans le vlog 24 heures de lecture parfaite, c'est assez marrant comment il y a des lectures qu'on enchaîne et qui sont connectées aux autres. Parce que vraiment ce livre-là
résonne très fortement avec La bonne mère de Matilda Di Matteo. Donc il est des hommes qui se perdront toujours, comme la couverture le laisse penser. Ça se passe bien évidemment à Marseille. On va suivre l'histoire de Karel dans les années 80 à Marseille, qui vit dans la cité Artaud à Marseille. Ça fait 3 fois que je dis Marseille dans la même phrase. La cité Artaud, c'est une cité très populaire de Marseille, dans les quartiers nord, très pauvre du coup. Et il vit dans une famille dysfonctionnelle avec son père qui est extrêmement violent, sa mère qui déconnecte, qui vraiment s'échappe de la réalité. Leurs parents sont des toxicos et donc il a une petite sœur et un petit frère qui est lourdement polyhandicapé. Et donc il vit dans un monde de violence très très fort. Donc franchement attention au trigger warning, et on va suivre sa vie où les deux pans en fait qu'il peut avoir, à savoir s'en sortir, partir de là et mieux réussir que ses parents, que ce soit sur le plan financier, mais aussi sur le plan moral, pour trouver l'amour, mieux se comporter avec les femmes qu'il aime. Et en même temps, l'autre pan qui est qu'en fait, il est complètement bousillé par son enfance et qu'il a des pulsions de violence qu'il n'a pas appris à gérer, et où en fait, il est dans une pulsion destructrice, un peu vengeresse, qui le consume. Et donc, il oscille un peu entre ces deux pans. Et on a ce récit de vie, cette tranche de vie, qui est extrêmement dure à lire, vraiment, mais qui est très importante et dont le regard sociologique, moi, encore une fois, m'a marqué, m'a touchée, et où j'arrivais pas à quitter le livre. Il n'y a pas forcément d'histoire, il y a l'histoire de ce Karel, l'histoire des autres personnes qui grandissent avec lui. Ça va évidemment parler de racisme, de violence, de famille dysfonctionnelle, de violence intrafamiliale. Un thème qu'on aborde quand même de plus en plus dans la littérature. Ça va parler de violences sociales, symboliques, économiques, émotionnelles, liées à la pauvreté et à l'existence de classes sociales et d'inégalités très fortes. Dans un Marseille que j'ai appris à redécouvrir par des quartiers qui sont pas forcément des quartiers que moi je fréquente. Et vraiment, c'était très très chouette. Et c'est ma meilleure lecture en littérature blanche ce mois-ci, et c'est surtout ma deuxième meilleure lecture du mois, donc allez-y, foncez pour lire ce livre-là. Je découvrirai ces autres livres parce que vraiment ça m'a marqué. Et donc on arrive au graphique que j'ai pas classé. J'ai lu le tome 3 et 4 des carnets de l'apothicaire, que pareil j'ai rendu au CDI, j'aime vraiment beaucoup. Non, j'ai lu le 3 et le 4 parce que j'ai vu que le 4 clôturait la première partie et que dans la deuxième partie, ça allait élargir, qu'on allait rencontrer d'autres personnages. Écoutez, j'aime beaucoup ce graphique. J'aime bien cette histoire de petite fille, enfin j'arrive pas trop à lui donner d'âge, cette jeune femme plutôt, qui comme elle a une science des poisons et de l'apothicaire, elle arrive à se faire une place dans cette société, dans cette cour nippone. J'ai trouvé ça assez intéressant. Écoutez, je vais continuer, je sais pas quoi vous en dire de plus, mais c'est assez rare que j'aime un manga au point de continuer. Dernier graphique que j'ai lu, c'est cette BD, donc Astrologie, de Liv Strömquist, une autrice suédoise, si je dis pas de bêtises, dont j'aime beaucoup le travail. Et j'aime beaucoup les dessins qu'elle peut faire. Et donc dedans, comme vous le voyez, elle aborde la question de l'astrologie. Et le livre est découpé en 3 parties. La première partie, c'est un peu les portraits des différents signes astrologiques avec la plume de cette autrice, à savoir déjà les gens qu'elle a rencontrés, mais c'est assez piquant. En fait, c'est un peu un prétexte pour nous parler de certaines personnes et mettre en lumière aussi des faits de société, et donc faire la critique. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool. La deuxième partie du texte, c'est les associations pour être en couple en fonction de nos signes astrologiques. Pareil, c'était des prétextes à ces satires sociales. Et la troisième partie du texte que moi j'ai moins aimé, c'est plus méta, à savoir pourquoi on aime l'astrologie dans notre société et qu'est-ce que ça dit de notre société et qu'est-ce que ça dit de nous. Et en fait, je trouvais que la réflexion, elle n'était pas assez poussée. Et en même temps, elle cite énormément de travaux parce que c'est Liv Strömquist, c'est toujours très très bien sourcé, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose, donc la dernière partie m'a un peu laissé de marbre, mais j'ai beaucoup ri dans les 2 premières parties. Et si vous connaissez pas cette autrice de BD, mais je pense que plus personne ne connaît pas cette BDiste, allez lire parce que vraiment elle fait des choses très féministes qui sont extrêmement drôles. Et c'est sur ça que moi, je vous remercie d'avoir regardé bientôt ce film, vu la durée de la vidéo. En tout cas, à vous le montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi, vous avez fait de très très bonnes lectures en octobre. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire quels ont été vos favoris en termes de lecture en octobre. Je me ferai un très très grand plaisir d'aller les découvrir
Vraiment, je vous conseille mon top 3 de lecture. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait extrêmement plaisir, vraiment tout votre soutien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lisez bien. Au revoir!